Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Juste avant de vous présenter l'invité, je veux vous dire, retenez-vous pas de partager l'épisode avec vos amis puis votre famille pour qui vous pensez que ça pourrait être bénéfique. Aussi, sur Spotify, laissez un 5 étoiles et allez suivre la chaîne YouTube. Ça l'aide le podcast à grandir. Notre invité de cette semaine est diplômée de l'École de cirque de Québec. Artiste multidisciplinaire, elle excelle en roue de cire, tissu aérien et en contorsion. Veuillez accueillir Alexis Laverdière. Alexis Laverdière, bienvenue au podcast Santé Sport. Merci beaucoup. Mais comme première question, tu es une artiste de cirque. On voit souvent le devant de la scène en tant que spectateur ou passionné. C'est quoi l'élément derrière le rideau du cirque qui te fait passionner par le cirque? C'est vraiment complexe comme question, mais j'ai envie de te dire que ce qui fait qu'un artiste est autant passionné, c'est qu'il va aimer soit la discipline qu'il va faire ou la manière de bouger dans son appareil. Par exemple, je fais des aériens, puis il y a certaines manières que je bouge qui m'inspirent vraiment à créer plus de matériel pour le présenter, bien sûr. Mais je pense que la motivation, c'est, ben oui, bien sûr, le public, les lumières, les costumes, les couleurs, c'est motivant. Mais aussi la manière qu'on arrive à mettre notre personnalité dans notre appareil puis à bouger de la manière qui nous inspire le plus personnellement. OK. Donc, appareil, là, quand tu veux dire appareil, pour que tout le monde sache de quoi qu'on parle là, pour le restant de l'épisode, c'est par exemple les sangles, le trapèze, l'outil, le trapèze, là, dans le fond? C'est ça. En fait, un appareil, c'est tout appareil, tout élément acrobatique qu'on va utiliser au cirque. Donc, ça peut être autant dans les airs, donc tous les aériens dans les airs, ou encore un appareil acrobatique comme un mât chinois. Ça ressemble à un gros pôle qu'on grimpe dessus puis on vient faire des figures. Ou encore, par exemple, un monocycle. Ça peut être des grandes roues. Des balles de jonglerie? Des balles de jonglerie, tout simplement. Tout ce qui est matériel qu'on va utiliser pour faire un numéro, ça va être un appareil. Parce que c'est vous qui créez vos démonstrations. Ça dépend. Ça dépend? Oui. Souvent, quand on est dans un cadre plus scolaire, on va avoir à créer notre propre numéro avec notre propre appareil. Mais lorsqu'on rentre sur des contrats, on peut décider soit de créer un numéro pour un contrat ou on est en collaboration avec un metteur en scène qui va décider un peu ce qu'on va faire. C'est pas tout le temps carte blanche. Donc, c'est aussi d'apprendre à aujourd'hui, j'ai le droit de mettre tout mon amour, ma passion ou encore mon style dans le show. Mais des fois, le show, il y a une thématique beaucoup plus restreinte, puis je dois m'adapter à la thématique ou encore aux décisions du metteur en scène. OK. Fait que vous devez suivre une certaine ligne directrice. Oui. Des fois, ben, vous avez carte blanche, puis vous vous amusez. Là. C'est ça. Ça dépend vraiment du contrat. Ça dépend vraiment avec qui on travaille ou même encore de l'appareil. Parfois, un appareil est beaucoup plus théâtral ou dansé, comme on l'utilise de base. Et il y a d'autres appareils qui sont plus techniques, qui sont vraiment connus parce que les mouvements qu'on fait dessus, c'est dangereux en tant que tel, comme la roue de la mort ou encore de la bascule. Ça ressemble à quoi, la roue de la mort? OK, la roue de la mort, c'est comme une grande roue qui est connectée avec une autre grande roue. Ils vont tourner sur un centre. Fait que c'est comme deux grandes roues qui tournent, puis il y a deux personnes à l'intérieur qui sautent vraiment haut dans les airs. Font de la corde à sauter des fois, puis se plantent dessus. C'est horrible, là. C'est vraiment dangereux. C'est pour ça que ça s'appelle la roue de la mort. Exactement. Puis ben, ces appareils-là, puisqu'ils sont déjà assez surprenants, sont basés plus sur la technique que sur comment on bouge dedans, comment on danse dedans, parce que le numéro, il est déjà impressionnant. OK. Ah non, c'est intéressant. Puis toi, comment tu as découvert le cirque? Le cirque, j'ai tout le temps vécu avec. Je pense que je suis née puis il y avait déjà du cirque autour de moi.
Autant les représentations qu'il y avait comme dans la ville de Québec, en centre-ville, sous le chapiteau, par le Cirque du Soleil, des gros shows, plein de couleurs, plein de l'animation, puis plein de personnages envoûtants. Puis ben, sinon, j'avais dans ma famille des membres de ma famille qui faisaient du cirque au récréatif. OK. Donc, des petites représentations ici et là que j'allais voir. Puis j'étais tout le temps impressionnée par la beauté, par comment les gens bougent et sont capables d'offrir un spectacle avec leurs mouvements. Il n'y avait pas nécessairement besoin de gros éclats, un peu comme les grosses compagnies de cirque de nos jours. Puis je trouvais ça vraiment inspirant de voir qu'on avait besoin d'autant de capacités physiques pour réussir des mouvements. Puis sinon, ben, moi, personnellement, j'ai connu le cirque parce que, justement, je me suis inspirée du théâtre, de la danse, des spectacles de cirque. Puis je me suis dit, moi, un jour, je vais être artiste de cirque. Un jour, je vais faire du cirque. Puis ça m'inspire tellement que je veux faire ça aussi. Good. Parce que c'est le fun que tu le mentionnes parce que il y a plusieurs personnes qui peuvent se dire pourquoi le cirque, pourquoi Félix, tes sports, pourquoi le cirque? Mais vous êtes des méchants athlètes, là. Ouais. on s'appelle artiste de cirque, puis je pense qu'on garde ça artiste de cirque parce qu'il y a vraiment un côté artistique à ce qu'on fait. Si on était athlète de cirque, ce serait beaucoup trop technique et ce serait moins un spectacle, ce serait plus une prestation de force ou de capacité. En cirque, il y a très peu de disciplines, donc d'appareils qu'on utilise qui vont être utilisés pour des compétitions. Donc, les acrobaties, peut-être, un peu de jonglerie en compétition. Mais en tant que tel, le cirque, c'est pas à propos d'être le meilleur, c'est à propos d'offrir quelque chose pour un public et pour satisfaire un public plus que pour gagner une médaille. OK. Mais en tant que tel, le cirque, c'est vraiment demandant physiquement. On peut se considérer comme des athlètes parce que nos capacités physiques doivent être plus élevées que la moyenne. Même que des fois, on va chercher des gens qui sont en gymnastique, des Olympiens même, pour compléter des castings, donc des groupes d'artistes qui vont faire des représentations. Parce que j'avais participé justement à l'école de cirque de Québec, le cours pour adultes. Oui. Puis là, quand tu commences à faire des sauts de main, puis des sauts de tête, puis tu essayes le mot chinois pour la première fois, tu te rends compte que il me manque peut-être une coupe de muscles. On est courbaturel le lendemain matin, ça, c'est sûr et certain. Même une personne qui débute, autant qu'un artiste, on va avoir le même niveau de courbature, on a mal. C'est juste, on apprend à vivre avec cette douleur-là, puis ben, on s'entraîne souvent, fait que ça fait que le lendemain, ben, on n'a plus de courbature parce qu'on est déjà dans l'action pour le prochain jour. J'ai envie de te dire, tout dépendant de la discipline de cirque, on est plus ou moins courbaturé. Les acrobaties, c'est un peu rough sur le corps parce que c'est du sol, puis c'est notre corps qui est dynamique sur le sol pour faire les mouvements. Est-ce que tu fais de l'aérien aussi? Moi, je fais un peu de tout. Donc, OK. des aériens, oui. Je me spécifie surtout en sangle, loop, bungee. Mais ça peut être sangle, loop, ça peut être sangle, bungee. Puis sinon, je fais un peu d'acrobatie. J'ai déjà touché au mot chinois. Je fais un peu de contorsion, un peu de jonglerie. Je fais de la roussire. Fait que c'est un appareil acrobatique, ça, au sol, un gros anneau. Je pense que c'est ça. Peut-être que j'oublie quelque chose. La routine, c'est vraiment plus tough qu'on pense. Oui, ça spin, ça demande un équilibre, ça demande une capacité à bouger son corps dans un élément qui tourne déjà. Fait que je trouve ça vraiment beau, personnellement, quand les gens arrivent à faire des mouvements qui sont complexes, mais que ça semble vraiment simple. Ouais. Les athlètes sont même aussi dans leur sport. Tu regardes Shaun White au snowboard, Seb Toutan. C'est comme, ouais, ça a l'air facile de faire un 720, là, voyons, dans un half-pipe. Ben oui, facile. On va aller le faire. On va aller le faire, ouais. Saute d'un mètre, puis après ça, tu iras sauter à, je pense que c'est des pieds, là, ils calculent 15-20 pieds, c'est vraiment haut à hauteur qui monte, là. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment impressionnant. Puis je pense que même n'importe quel athlète, ça a l'air tellement facile quand ils le font, les athlètes olympiens. Mais comme tu dis, les artistes, tu dis, ben oui, ça a l'air facile. Mais finalement, c'est toute la technique en arrière. Puis vous, en plus, en tant qu'artiste, vous devez, comme tu mentionnais, ajouter un peu d'art dramatique au travers. C'est pas juste technique. Il faut ajouter un certain jeu
tout en ayant la technique à point. C'est ça. Ben, c'est premièrement, d'être capable de faire les mouvements techniques sans se faire mal, sur un tempo aussi. Puis lorsqu'on a atteint la capacité à faire les mouvements techniques, c'est de les faire dans un enchaînement, donc une genre de routine. Et puis cette routine-là, après, on ajoute de la musique, du jeu théâtral, on ajoute des couleurs, de la lumière et tout le tralala qui fait que la routine est beaucoup plus artistique. Puis parfois, ben, on vient modifier chacun des mouvements avec des changements de jambes ou encore plus de souplesse ou plus de dynamisme pour vraiment donner de la couleur à cette routine-là, plus de souplesse, plus de douceur ou encore plus de violence dans ce qu'on veut représenter. OK. Puis, tu as mentionné tous les arts, tous les appareils que tu fais. Il y en a quand même vraiment beaucoup. Est-ce que tu les pratiques toutes depuis que tu es jeune ou au fil de ton parcours, tu en as ajouté un puis un autre? Ben, c'est sûr qu'en commençant dans mon parcours, je n'étais pas professionnelle. On commence pas professionnel dans quoi que ce soit. Hein? Donc, dès que j'ai commencé à l'école de cirque, dans mes cours récréatifs, j'ai touché un peu à tous ces appareils-là. Puis c'est sûr, j'ai pogné des coups de cœur sur certains d'entre eux. Et j'ai continué d'y toucher plus qu'à d'autres. Par exemple, la trampoline, j'ai jamais été vraiment fan. Puis je pense que ça peut rester comme ça. Mais par exemple, les aériens, j'ai tout le temps trouvé ça vraiment impressionnant d'être capable de s'envoler, d'être capable de faire des figures où on est juste suspendu par les mains, les pieds ou encore le cou. Ça m'a tout le temps vraiment surpris. Puis j'ai tout le temps voulu dire, hey, moi, je suis capable de faire ça. Fait qu'en tant que tel, ces appareils-là, j'ai eu quelques coups de cœur et puis j'ai centré mon attention sur un jusqu'à temps que je me trouve assez bonne pour en ajouter un autre et puis un autre. Donc, c'est un peu par impulsivité, j'ai envie de te dire. J'en ai pris un puis j'étais vraiment tentée. Puis au bout d'un moment, soit on se tanne ou on veut juste découvrir d'autres choses, donc on va chercher ailleurs. Mais ça veut pas dire que nos capacités sont plus bonnes avec l'un ou l'autre. C'est des vagues. T'as-tu déjà essayé les sangles suspendus par les cheveux? Non, mais c'est très tentant et sérieusement, j'adorais. En plus de ça, j'ai la longueur de cheveux puis j'ai quand même une bonne épaisseur. C'est vraiment plus demandant que ce qu'on peut penser. Bon, OK, suspendu par les cheveux, cool, tu sais. Mais ça demande vraiment un travail de posture, que ça commence par la nuque jusqu'au bas. Et puis, souvent, les gens qui font de la suspension capillaire, c'est des gens qui sont très souples. D'aller chercher ses jambes en arrière de sa tête, c'est pas facile. Fait que c'est souvent sous-estimé parce que ça semble facile. Ils n'ont pas grand-chose à faire avec le reste de leur corps puisqu'ils sont déjà suspendus là. Mais il y a vraiment toute une technique, puis une pratique, puis un échauffement vraiment poussé sur de la contorsion pour être capable d'aller chercher des belles figures lorsqu'on fait ce numéro-là. Tu t'étires pas les cheveux, là? Pas normalement. C'est pas, c'est pas dans mes activités de tous les jours d'étirer mes cheveux. OK. Puis là, tu as parlé de l'école de cirque. Est-ce que tu parles de l'école de cirque au niveau de ton programme du cégep ou au niveau comme récréatif quand tu étais plus primaire, secondaire? Au primaire, c'est sûr qu'on fait plus de l'exploration. On n'est pas du tout sur un niveau professionnel. Il y a certaines perles, oui, qui peuvent devenir professionnelles juste en faisant du récréatif. C'est pas mon cas. Moi, je suis une fille à l'école qui était un peu plus ordonnée puis qui voulait aller chercher un diplôme. Au secondaire, on a une formation pré-professionnelle, j'ai envie de te dire. Fait que c'est une formation qui nous spécifie dans certaines disciplines et qui fait qu'on a un niveau prêt pour rentrer dans un deck en art du cirque. En tant que tel, c'est un 5 ans où on découvre un peu plus, mais on pousse vraiment la technique pour avoir un niveau déjà avancé lorsqu'on commence une formation au DEC. Et puis, au DEC, on spécifie sur 2 disciplines et puis on travaille surtout sur comment devenir un artiste de cirque. Ça apprend quoi comme business pour être un artiste de cirque? Comment on envoie des emails à des compagnies? Comment on se vend soi-même en tant qu'artiste de cirque? Comment on fait un maquillage de scène? Comment on se gère en tant qu'artiste? On est-tu stressé comme artiste ou comment ça se passe? Notre alimentation, il faut se gérer soi-même, notre transport, les taxes, les impôts, puis tout ça. C'est tout un niveau qu'on ne parle pas beaucoup à la télé, mais c'est quelque chose qui prend quand même un certain pourcentage de notre temps dans la vie de tous les jours en tant qu'artiste de cirque, qui n'est pas comme
sur la scène avec les spotlights. C'est de la grosse business. Puis cette formation-là au DEC, elle nous permet vraiment d'être prêts à rentrer dans la vie d'artiste de cirque puis de se gérer soi-même. OK. Parce que dans le fond, vous ne faites pas juste pratique, comme tu l'as mentionné, puis là, tu en as dit vraiment beaucoup. Là. On va en parler pas mal de tout. Parce que vous avez l'aspect artistique, conditionnement physique, qu'on pourrait dire. C'est que vous avez, j'imagine, vous avez des cours de clown, je sais pas comment, le bon terme en français, mais clownesque de clown, de jeu dramatique. Là, tu as parlé de maquillage. Fait que vous avez des cours de maquillage en plus au travers. Vous avez des cours de conditionnement physique, si je ne l'ai pas déjà dit. Oui. Puis en plus de tout ça, vous avez des cours d'administration, de nutrition, après ça, gestion de soi. Oui. OK. Fait que c'est un DEC, c'est au cégep que ça se donne. C'est pas un DEP, c'est pas une université. C'est pas DEC. privé. C'est au cégep. Oui. L'école de cirque, es-tu affiliée avec un autre cégep? Juste avec le cégep Limoilou à Québec. Mais oui, c'est une grosse formation de 3 ans. Il y a même des personnes qui l'étirent sur 4 ans et qui font une année préparatoire. Donc, ça leur permet de passer quelques cours de base au cégep et déjà de s'informer un peu plus sur comment mon DEC va ressembler, de commencer déjà des cours de préparation mentale, de nutrition, de la danse même qu'on doit faire, du théâtre. On a plusieurs styles on a des stages, donc c'est différents types de mouvements ou d'apprendre à bouger de différentes manières. Par exemple, moi, j'avais du flying low. C'est quoi? C'est une technique de danse où on va utiliser le poids de son propre corps dans un mouvement de spirale. Fait que, par exemple, ma tête, c'est un poids et je vais l'utiliser pour m'amener dans un mouvement où mon corps va tourner puis il va se déplacer dans l'espace en tournant. OK. On a sinon des cours de gumboots, du maquillage, ouais. Sinon, on a des cours physiques qui sont beaucoup plus centrés sur l'amélioration de nos capacités. Donc, soit dans nos disciplines spécialisées, des cours d'acrobatie, trampoline, conditionnement physique. On va avoir des cours qui sont aussi plus en ligne, donc les cours de nutrition et tout ça. On a un cours de préparation mentale qui nous permet justement de gérer autant notre stress, de la visualisation, qui est quand même important dans notre domaine. Je pense pas mal ça. Ça, c'est, je pense. Parce que en tant qu'artiste de cirque, vous êtes travailleur autonome, vous travaillez pour une compagnie, mais êtes-vous autonome des fois aussi ou c'est 100% autonome? La majorité du temps, on est des travailleurs autonomes, mais ça va dépendre vraiment du contrat. Parfois, on va signer un contrat de grande envergure avec une compagnie assez réputée. Et puis là, à ce moment-là, ils vont nous payer comme employés. Normalement, c'est travailleur autonome, donc on gère vraiment tout ce qui est nos papiers. Puis il faut s'assurer que dans notre contrat, tout est vraiment clair et net pour notre salaire ou encore les per diem, ce qui sont les repas, les transports, sinon l'habitation. Inclure les impôts dedans aussi. Les impôts. Good. Puis, c'est-tu bien vraiment tough rentrer à l'école de cirque à Québec? Plus ou moins. Quand on cherche sur le site web du Cégep Limoilou à Québec, le programme est décrit comme contingenté parce que ça demande de faire des auditions. Les auditions, c'est pour savoir si on a le fit pour l'école. Donc, soit parce qu'on a un appareil qui peut être intéressant à présenter tout au long de notre année à l'école de cirque dans la formation professionnelle, ou encore parce qu'on a vraiment les capacités physiques ou encore un potentiel à s'améliorer puis à être un meilleur artiste de cirque dans les prochaines années. Puis, toi, ça a été quoi, par exemple, ton audition pour rentrer à l'école de cirque? Moi, j'ai auditionné donc en aérien, en sangle. Normalement, l'appareil dans lequel on auditionne, c'est l'appareil avec lequel on va continuer notre formation professionnelle. Donc, j'ai appliqué dans une sangle loop. Et moi, j'étais dans cette fameuse année pendant la COVID. Donc, tout était en ligne. Je devais filmer chacun de mes mouvements, un par un à la suite de l'autre, avec toutes les restrictions qui étaient écrites papier. C'était des paragraphes et des paragraphes. Et puis, après avoir filmé tout ce matériel-là, je devais faire une belle vidéo et l'envoyer à l'école.
Et puis, après consultation, ils devaient décider un certain nombre d'artistes, par exemple un certain nombre de Québécois pour remplir des quotas, et encore un certain nombre d'aériens, certain nombre d'acrobates, pour s'assurer que la cohorte, c'était pas juste 14 aériens puis un jongleur, pour avoir quelque chose d'assez équivalent pour permettre de faire des créations à la fin de chacune des années qui aient du sens. Puis que vous ne soyez pas toutes sur le même appareil pendant les pratiques non plus, j'imagine? C'est ça. Fait que c'est d'offrir des étudiants avec un bagage différent, avec des connaissances différentes pour que vraiment il y ait un beau partage et que, ben, justement, à la fin, dans une création, qu'il y ait quelque chose qui se tienne puis que ce ne soit pas juste 14 personnes dans le même petit appareil à faire le même mouvement de la même manière. OK. Wow. Puis, pour entrer à l'école de cirque ou au niveau de ta carrière, je sais pas si tu as déjà entendu « Ah, t'es chanceuse d'être bonne ». Qu'est-ce que tu en penses de comme la chance, le talent, l'effort? Le talent, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Le talent, c'est après avoir travaillé vraiment fort qu'on devient talentueux parce qu'on réussit. La chance, ça peut arriver, mais pas dans la manière d'exécuter un mouvement au cirque ou de faire un numéro. Vraiment, faire un numéro, proposer un contenu physique, il n'y a aucunement de la chance. C'est vraiment juste des capacités physiques. La chance, ça arrive quand, par exemple, on a parlé avec une compagnie et puis hop, on pogne un contrat comme ça, semi-chance, semi parce que c'est exactement ce que les gens voulaient avoir. Puis je dis ça de la chance parce qu'une personne qui fait le même appareil, qui a gradué de l'école il y a plusieurs années, pourrait attendre un contrat depuis des années. Et puis une personne qui vient de graduer de l'école fait le même appareil et puis a direct un contrat, on pourrait dire c'est la chance. Mais encore là, ça arrive pas. Selon moi, c'est la chance des opportunités. Dans le sens, tu n'as pas le contrôle là-dessus. Tu as un certain contrôle qu'on pourrait dire. Dans le fond, si tu fais ta propre prospection, puis tu vas-tu à des... Je parle en termes de business, mais vas-tu à des 5 à 7 rencontrer ou te mettre dans des situations pour rencontrer du nouveau monde, pour rencontrer des clients potentiels ou des partenaires potentiels aussi. Mais c'est sûr que si tu restes chez toi, tu n'envoies jamais de courriel. Ouais, ben, l'exemple que tu montrais, la personne que ça fait 5 ans qui a fini l'école, qui n'a pas eu encore de contrat, ben, c'est-tu donner la chance d'avoir ces opportunités-là? Mais c'est sûr qu'il y a la vie aussi que ça fait. Ben, c'est sûr que si tu es gradué en 2020, ça se peut que les contrats de prestations publiques étaient un petit peu moins développés qu'avant la pandémie. Là. Bon, en effet, c'est sûr que oui, c'est de se donner le plus de chances possible. C'est beaucoup de réseautage, le cirque. On n'y pense peut-être pas, mais c'est rare qu'on gagne, qu'on a un contrat parce que, justement, on a prié, puis c'est arrivé. Souvent, on va aller voir du monde. On va aller prendre une bière dans un petit resto, puis on va aller rencontrer du monde, on va envoyer des emails, on va faire savoir son nom. C'est vraiment beaucoup de... C'est un peu de se penser un peu trop cool, puis d'avoir l'air confiant. Puis souvent, quand on est plus confiant, ben les gens y croient. Donc, c'est de tout le temps se montrer de son meilleure image, puis de savoir qu'on est capable de faire des choses, de se présenter sur des lieux d'entraînement. Ça paraît un peu fou, là, mais juste d'être là à l'entraînement, ça montre que, ben oui, on est déterminé, puis oui, on se garde en forme, puis c'est pas tous les artistes de cirque qui se gardent en forme pour performer correctement pour un employeur. Ah, c'est intéressant ce que tu mentionnes. Je l'ai vu à quelques reprises. Je l'ai pas vu, je l'ai entendu à quelques reprises. Un des cas les plus fameux, c'est vraiment David Goggins qui mentionne qu'un coup qui était rendu dans les Navy Seals, il faisait tout pour se rendre dans les Navy Seals parce que c'était les gars les plus toughs, les meilleurs, les plus en shape et tout. Puis quand il est arrivé là, le gars est comme « Pourquoi tu fais ton entraînement matinal? » Ben, on est plus tough. On continue à s'entraîner. Ben non, on est rendu. Des gars de la Ligue nationale de hockey, ah ben on est rendu. Puis que là, c'est comme, ouais, c'est ma job, là. Pourquoi je continuerai à m'entraîner? Je suis rendu à ce niveau-là. C'est là que souvent, quand on dit enjoy the process, hein.
C'est la préservation de soi, j'ai envie de te dire. Ouais. Si on est vraiment passionné par ce qu'on veut faire, puis on veut le faire pendant longtemps, on va essayer de se garder dans la meilleure shape possible pour être capable de le faire le plus longtemps possible. Si on arrive là, on dit « Ah, OK, là, je suis rendu enfin là où j'ai envie de vivre, de faire de cette carrière-là mon emploi à temps plein le plus longtemps possible. » Mais si on ne prend pas soin de ça, de cet environnement-là, on ne sera pas capable, puis on va briser au bout d'un moment. Puis c'est pas ce qu'on veut d'une manière ou d'une autre. Parce que, un peu comme tous les athlètes, le moment que vous passez sur scène, c'est une fraction de votre année. La majorité de notre temps est hors scène. Il y a beaucoup de préparation. C'est uniquement de la préparation. Autant échauffement, entraînement, nutrition, gestion du sommeil, réseautage, gestion de paperasse, déplacement, tout ça, ça prend tellement de place qu'il faut vraiment profiter du moment qu'on est sur scène parce qu'il est très court, mais il est très, très valorisant. Est-ce que ça ressemble à quoi une journée typique d'un artiste de cirque? Mettons, puis là, j'imagine, tu vas me dire, il y a la journée en préparation, puis il y a la journée de show, là. Mm-hmm. Fait que est-ce que c'est juste ces deux types-là de journées ou... Tous les artistes sont différents. Okay. Ça dépend à quel point l'artiste il se préserve ou pas. Et ça dépend aussi de sa discipline. Par exemple, un acrobate ne va pas préparer sa journée pareil qu'une personne qui fait des aériens ou un contorsionniste ou encore un jongleur. Ils n'ont pas besoin du même nombre d'heures d'échauffement, de préparation puis de préservation de leur corps. Un jongleur, ça va être plus facile pour eux de se garder en santé parce que leur discipline est moins demandante physiquement par rapport à une contorsionniste qui va se plier en 14 pendant la moitié de sa journée, tu sais. Mais en tant que tel, une journée typique, c'est on se réveille, on prend un bon déjeuner. Souvent, il y a de l'entraînement soit dans le matin ou plus tard le soir, tout dépendant d'où est-ce qu'on est de notre horaire de la journée. On essaie de faire à peu près 1-2 heures de business. Donc, on envoie des CV, on contacte des compagnies. On leur dit hey, « Moi, je suis disponible telle date. Est-ce que tu as besoin de moi? Je peux t'offrir ce numéro-là. » Il y a aussi la préparation de nos repas. Tout dépendant à quel point on est militaire ou pas sur notre préparation de repas, on essaie d'avoir quand même beaucoup de protéines. Puis sinon, il y en a beaucoup d'entre nous qui prennent des shakes protéinés. Plus facile, plus simple, ça coule plus facilement. Puis sinon... ça doit moins vous ballonner. Mettons, si vous avez une prestation plus tard dans la soirée, ben, c'est sûr que vous mangez... J'imagine que vous ne mangez pas un roast beef puis un palais de côte levée, là. Oui, c'est bizarre parce que notre repas, souvent, si on a une représentation le soir, on va le prendre après la représentation. On essaie de se garder quand même léger pour le show. Surtout si on est, par exemple, un voltigeur. Donc, on travaille en duo, puis on est la personne qui va être portée. Mais oui, on a un souper qui est plus tard, donc après notre représentation. Puis on a comme un déjeuner brunch dans la journée. Puis on a comme une belle collation du soir, trop tard le soir. On n'est pas des gens qui se couchent tôt normalement, surtout à cause des shows, à cause des... Après chaque représentation, il faut défaire un setup ou encore il faut reprendre notre matériel puis le placer à le bon endroit dans le théâtre. On a le nettoyage des costumes qui doit se faire, enlever 14 couches de maquillage et de fond de teint partout sur notre visage. C'est vraiment top. Et parfois même 12 couches de gel dans les cheveux pour s'assurer que les cheveux restent à leur place. Avec les déplacements, des fois, on peut rentrer à la maison vers 11h, minuit. C'est vraiment des journées longues, épuisantes, mais tellement valorisantes et tellement importantes dans mon petit cœur. Wow. Puis c'est quoi, toi, ton feeling quand t'es sur la scène? Ah, ça dépend. Ça dépend vraiment si j'aime ce que je fais ou pas. Parce que oui, on fait pas tout le temps ce qu'on aime. On fait pas tout le temps ce qu'on aime. Souvent, on présente quelque chose, puis on essaie de présenter ce qu'on aime, mais s'il y a un metteur en scène qui veut une autre manière de faire, il faut faire cette manière-là, puis des fois, ça nous plaît pas, mais on le fait pareil.
Mais souvent, c'est de la pure joie. Je suis comme un enfant de 4 ans et demi devant le premier film Disney qui vient de sortir. Là. Je suis en extase, j'ai le gros sourire d'en face, on voit toutes mes dents. Et puis, même quand je joue un personnage dark ou un peu plus négatif, au fond de moi, j'ai le petit rire qui veut sortir parce que je suis tellement contente d'être sur une scène puis d'offrir quelque chose au public puis de leur faire sentir d'une certaine manière. C'est ce que je cherche depuis toujours, d'aller toucher les gens avec mes émotions, avec un personnage qui peut faire du mal ou encore un personnage qui est vraiment sensible puis il va être blessé devant autant de personnes. Me trouver tout nu d'une certaine manière avec mes émotions à vif comme ça, c'est hyper valorisant parce que tu as autant de personnes qui te soutiennent dans une émotion que tu vas leur partager. Wow. Wow. Mais c'est tellement intéressant ce que tu dis. Moi, quand je voyais le cirque, de ce que je connais, d'avoir fait une session récréative pour les adultes, moi, je voyais, puis en tant que technicien, je suis un très grand technicien dans tous les sports que je fais, je voyais surtout la partie technique, pas la partie dramatique qu'on pourrait appeler ou hors de scène, que vous venez ajouter, puis jouer des personnages. J'ai jamais eu la chance de voir le Cirque du Soleil, mais j'en ai entendu parler, puis bien évidemment, c'est Carlos que j'ai côtoyé, puis j'ai parlé beaucoup, là. Puis après ça, je l'ai suivi, puis c'est tellement grandiose, un cirque, puis là, je vais plugger Flip Fabric. Fais-toi Parce plaisir. qu'on s'est connus à Feria, en fait, pendant que tu étais pas mal plus jeune, moi aussi, avant la pandémie. Mais voir un cirque dans un environnement propice, puis j'enlève rien aux artistes de rue. Puis quand vous allez sa promenade, sa terrasse du frein, puis devant le Château Frontenac, il y a tout le temps des artistes qui sont libres, qui font des prestations. Mais quand vous allez dans un gros chapiteau ou dans une scène ou une petite scène extérieure où c'est que c'est un cirque organisé puis qu'il y a une histoire alentour de l'art puis de la prestation physique, ça ajoute tellement une couche par-dessus, là. C'est sûr qu'il y a plein de styles de cirque, dont le cirque contemporain. Donc là, on parle plus d'un cirque contemporain en ce moment parce qu'il y a des personnages, il y a une histoire, il y a des émotions. C'est une thématique un peu plus aujourd'hui, donc avec des thématiques qu'on comprend parce qu'on a une histoire puis un sujet actuel. Mais il y a aussi le cirque traditionnel qui est peut-être un peu plus superficiel et qui est basé plus sur la technique. Donc, c'est de représenter des mouvements. On est fort, on est bon, voici ma prestation, fin. Donc, pas d'histoire, pas nécessairement de transition ou de quelque chose de super grandiose, mais quelque chose qui va être choquant juste parce qu'on est capable de faire des mouvements techniques autant bien puis autant forts. Sinon, il y a des cirques... Puis là, est-ce qu'on pourrait penser à Louis Cyr, par exemple? Oui, ça peut être un bel exemple. C'est sûr, Louis Cyr, il était plus sur le côté homme fort, donc c'était un autre type de représentation, mais oui, Louis Cyr vient du cirque traditionnel. C'est une personne, on pourrait dire un porteur. Tu sais, il portait des femmes sur ses bras, puis... Il retenait les chevaux. Exactement. Donc ça, c'est vraiment très, très, très traditionnel. On n'est plus exactement dans ce même monde-là. Les animaux, on les respecte un petit peu plus ces temps-ci. Mais quand même, on a des belles prestations de force, juste offertes différemment. OK. Puis, j'avais l'impression que tu allais en faire mentionner un troisième type de cirque. Oui, il y a des grosses compagnies de cirque, comme par exemple le Cirque du Soleil, qui a sa propre catégorie. On n'est pas vraiment dans le cirque traditionnel. On n'est pas vraiment dans le cirque contemporain. On est vraiment dans une autre catégorie parce qu'on amène un univers. Donc, c'est totalement différent. Par exemple, voici les insectes. Donc, vous allez être plongé dans un monde d'insectes. Ou encore, voici un univers steampunk. Et je vous interprète plein d'éléments reliés à l'univers steampunk. Donc, c'est pas uniquement, par exemple, Robert et Jonathan qui marchent dans la rue et puis décident de faire un numéro et puis... C'est des univers immersifs et parce que c'est tellement immersif, ça a sa propre catégorie. Sinon, il y a d'autres types de cirques,
mais en tant que tels, ils sont moins réputés ici au Canada. Il y en a un, c'est un GOP, donc c'est un cabaret. Un peu plus cirque traditionnel, encore une fois, ça se trouve surtout en Allemagne. Les GOP, les cabarets, c'est des représentations quand même assez sensationnelles où on va représenter beaucoup la force de chacune des personnes avec de la belle beauté, beaucoup de rire. Et puis, dans les GOP, il faut dire au public quand est-ce qu'il faut applaudir. C'est étrange, hein? J'ai quand même des films un peu plus classiques, on pourrait dire, des fois, les années 80 puis tout. Puis des fois, il y en a que c'est comme, ben maintenant, applaudissez. Exactement. Donc, dans les cabarets, souvent, la manière pour recevoir des applaudissements, les gens sont respectueux, ils attendent pour applaudir. Ils sont respectueux. Je veux pas dire que les gens, quand ils attendent pas, ils sont pas respectueux. Mais normalement, ils attendent que l'artiste ait fini son événement pour justement recevoir les applaudissements. Et puis après, il continue une petite séquence, il prend une pause, il regarde le public, il dit « OK, applaudissez-moi là ». Et puis, il y a des applaudissements. Donc, c'est vraiment une autre vibe que, personnellement, j'ai pas eu encore la chance de vivre, mais j'espère beaucoup me retrouver devant un public en Allemagne et puis d'attendre les applaudissements comme ça. Les demander. C'est ça. Applaud! Wow. Puis, il y a un élément, une de mes pièces musicales préférées, c'est Allegria. Mm-hmm. La musique est aussi une grande partie intégrante des cirques. C'est tout le temps soit le metteur en scène ou soit les artistes qui apportent la musique. J'ai envie de dire souvent le metteur en scène qui a fait une recherche poussée. La musique live, c'est quelque chose qui rend le numéro tout le temps plus impressionnant. Le fait que ce soit un humain qui accompagne directement le numéro, ça fait ressortir les émotions plus parce que autant l'artiste peut suivre un peu la voix de la personne qui chante ou encore le tempo, ou encore les musiciens peuvent suivre les artistes dans leur manière. Par exemple, il a raté un truc, puis il veut recommencer. Ben, le musicien, il va juste recommencer sa séquence jusqu'à temps que l'artiste il y a un gros mouvement, puis là, ils font des tambours jusqu'à temps qu'il fasse son mouvement, puis ça donne un beau highlight pour les artistes d'avoir de la musique live. Puis c'est tellement beau de la manière que tu en parles parce que Feria, il y avait beaucoup de musique classique et je suis un fan. Et maintenant, dans mon char, quand j'entends Togata une fume, je vais sûrement manquer le nom du titre, mais c'était Bach qui a joué. Je pense tout le temps au corbillard qui rentre. Puis après ça, quand j'entends L'été de Vivaldi, ben je pense à Carlos Sarou de la mort. Puis que comme, je les revois, puis je revis le moment de quand j'étais à côté, puis je regardais. Ben, ces pièces musicales-là, pour moi, sont attachées à ça. Puis Allegria, j'ai la toune dans mon cell, puis je l'écoute au moins minimum une fois par mois. J'ai jamais vu show. Puis c'est comme, je suis pas capable de m'imaginer c'est quoi qui se passe pendant la pièce Allegria, mais c'est tellement beau quand ils viennent ajouter tout ça ensemble. Puis comme tu mentionnes, si l'artiste fait une erreur, ben, ou si la façon le recording original de la pièce, si l'émotion ne fit pas, ben, l'artiste musicien peut l'adapter, un peu la ralentir, un peu l'accélérer, tout dépend du message puis de l'histoire que vous voulez véhiculer. Là. Mm-hmm. Tu disais que certaines chansons, justement, ils te rappellent certains numéros. C'est exactement pareil pour nous. Par exemple, j'ai fait des numéros sur des chansons et puis dès que cette chanson apparaît, je me mets dans ce personnage que j'étais dans le numéro ou encore il y avait des chorégraphies sur des chansons. Et justement, des fois, je m'en vais faire les mouvements sans vraiment m'en rendre compte parce que c'est rendu automatique pour moi que cette chanson-là, c'est ce numéro-là et je suis ce personnage-là. Donc vraiment, on change de personnalité, on incarne des nouveaux personnages, des nouvelles manières de bouger sur chacune des nouvelles tunes. Fait que c'est drôle parce que j'ai une playlist dans mon téléphone avec toutes les chansons de numéros que j'ai déjà faites. Et puis quand je veux me replonger dans des beaux souvenirs, justement, je fais jouer ces chansons-là. Ça me permet de me remettre dans des émotions que j'avais peut-être oubliées ou des sentiments que justement, je veux incarner sur une scène puis que cette chanson-là me rappelle cette émotion-là que j'essaie d'avoir.
Bon. Est-ce qu'il y a des pièces musicales que tu as eu la chance de performer dessus, que ce sont des créations pour un spectacle ou pour le moment, ça a juste été des pièces qui étaient déjà faites que vous avez réutilisées? Je suis pas sûre de comprendre. Par exemple, Allegria, c'est une chanson du Cirque Le Soleil. Le Cirque Le Soleil a créé la chanson pour ce spectacle-là en particulier. Si on prend l'été de Vivaldi, bien évidemment, Feria, Flip Fabric ont pris une pièce qui existait déjà pour l'utiliser dans le spectacle. Donc, Flip Fabric n'ont pas créé la pièce musicale pour l'intégrer. Est-ce qu'il y a une chanson, toi, qui a été créée uniquement pour ton numéro? Non. Pas encore? Pas encore. Mais je sais que j'ai quelques amis qui sont vraiment intéressés à offrir un peut-être 4 ou 5 minutes à la guitare. Mais c'est de trouver quelque chose qui pourrait fitter avec une énergie que j'ai, ou encore c'est de créer un numéro sur quelque chose que j'ai déjà fait sans musique. Mais c'est sûr que ça va arriver un jour ou l'autre. La musique live, ça fait partie des arts vivants parce que ça nous fait bouger à l'intérieur. Donc, ça va arriver. C'est bon. J'ai le goût de te parler... Ah non, ça, je vais le garder pour après. C'est trop... c'est pas assez concentré sur toi, mais on va avoir du fun de parler de ça par la suite. Donc, un coup que tu as terminé l'école, ouais. Ça a été quoi ton arrivée dans la vie d'adulte et d'artiste finissante? C'est dur d'être autant concentré sur la réussite et de se dire, OK, non, je vais devenir artiste de cirque professionnel. Je vais devenir artiste de cirque professionnel. Je vais pousser. C'est dur de comme arriver là, de se dire, oh wow, j'y suis arrivée. Maintenant, quoi? C'est quoi mon but ici? Qu'est-ce que je fais? On est perdu. Puis tellement centré d'énergie sur une réussite qui est autant vague au final, ça fait peur parce que je suis arrivée à mon but, puis j'ai dû prendre une pause puis de me demander, mais là, je fais quoi? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant que j'ai réussi à avoir le titre d'artiste de cirque professionnel? Il y avait eu une belle période de déprime parce que j'étais dans une école qui me demandait de travailler beaucoup, de travailler fort sur moi-même. Et puis, en sortant de l'école, d'être libérée de toute cette structure-là, ça m'a mis dans un état un peu stressé, déprimée, anxieuse, parce que je devais maintenant faire tout par moi-même. C'est pas l'école qui me disait « Ah non, tu te lèves à 8 heures ce matin pour aller t'entraîner. » C'est moi qui dois me dire à moi-même « Tu te lèves à 8 heures ce matin pour aller t'entraîner. » C'est pas la même chose. Puis des fois, ça peut être vraiment dur sur le moral. Mais après ce creux que j'ai vécu... Il a duré combien de temps à peu près? Moi, ça a duré un beau 6 mois. Donc, c'était 6 mois de questionnement de est-ce que je veux vraiment faire du cirque de ma vie? Est-ce que c'est vraiment ce qui me passionne? Donc, c'était vraiment quand même assez dark. Et puis, au bout d'un moment, je suis retournée à l'entraînement parce que j'avais pris quand même une grosse pause pour me reposer, me questionner justement. Après cette pause, je suis retournée à l'entraînement et puis j'ai oublié le fait que je devais performer pour réussir. C'était pas pour la réussite, c'était pour moi-même que je m'entraînais. Puis ça, je l'avais comme déconnecté pendant ma formation. Je voulais réussir. Et après avoir réussi, je pourrais avoir du plaisir. Mais j'ai oublié d'avoir du plaisir pendant ce laps de temps. Et puis, de retourner à l'entraînement et de le faire pour le plaisir, ça m'a vraiment redonné cette joie puis ce bonheur-là. Tu sais, le feeling que je disais « Ah, je suis tout le temps heureuse sur scène », il est revenu. Puis j'étais vraiment contente que, justement, j'ai retrouvé l'objectif de « Ah, je fais du cirque. Oui, pour la réussite. Oui, pour le travail. Oui, il faut que je fasse de l'argent avec ça. Mais c'est aussi parce que c'est ma passion, ça me plaît, puis ça me rend heureuse. » Fait qu'en tant que tel, chaque artiste vit sa graduation différemment. Moi, c'était quand même assez dark, mais j'ai quand même remonté cette belle pente-là, puis sérieusement, je rayonne en ce moment, je suis hyper contente. Il y a certains artistes qui peuvent graduer et directement trouver un emploi pendant 6 mois. Il y a certains artistes qui vont avoir peut-être une job-in ici, là, des petits contrats.
Il y en a qui vont pas percer. Il y en a qui vont déménager en Europe pour trouver du travail plus en Europe. Donc, vraiment, on est tous différents. Je pense que c'est important, cette diversité-là, pour que, justement, tout le monde soit servi un peu partout. Ah, wow. Puis, tu sais, il y en a qui vont, comme tu mentionnes, qui pourraient avoir un contrat 6 mois après, puis qui n'auront jamais vécu la drop que tu as eue. Puis là, ben, ils ont un contrat de 6 mois, un autre contrat de 6 mois, un contrat de 3 mois. Puis là, à un moment donné, dans 2-3 ans, après qu'elle ait fini, pouf, ils pognent une drop. Puis là, ils sont comme, ben, ils n'ont jamais pratiqué les réseautages, comme tu mentionnais, qui n'ont jamais vécu une période plus difficile. Puis le retour du balancier, là. Ça arrive. Vraiment, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes. C'est sûr qu'en ce moment, on est dans une période d'instabilité avec le monde des arts. C'est moins pire que ça l'était pendant la COVID, mais on est encore un peu dans cette période creuse. Ça remonte, donc on a plus de shows, on a plus de représentations un peu partout. Les théâtres sont un peu plus safe à recevoir du cirque ou tout autre art. Mais c'est sûr qu'avec les fonds gouvernementaux qui sont un peu plus réduits, c'est plus dur de subventionner des artistes pour justement qu'ils puissent promouvoir des projets puis offrir de l'art gratuit dans les rues ou encore d'offrir des spectacles qui sont de qualité dans des théâtres ou à coût quand même réduit. Acousferia était d'un niveau impressionnant par beaucoup, là. Ça, c'était des artistes qui venaient d'un peu partout. Ouais. Puis on les a tous ramassés, puis on a fait un beau show avec ça. C'était incroyable comme spectacle. Pour vrai, je m'en rappelle encore. J'ai vu d'autres prestations. Il y avait des passages invisibles. Je pense que c'était Flip Fabric aussi. Ouais. Ils en ont fait un autre aussi après la COVID que j'ai pas eu la chance de voir. Mais Feria, je pense que cette année-là, je l'ai vu 3 ou 4 fois. Là. Je pense que c'est pour ça qu'il m'a autant marqué. Là. Feria, il était surtout subventionné par la ville. Puis puisque c'était des représentations gratuites, ça pouvait fonctionner plus facilement parce que ça attirait du monde justement au marché Jean-Béliveau, au centre Vidéotron. Donc c'était juste une place d'essor. Puis c'est grâce à la ville que justement les subventions, l'argent dans leur coffre, que le show a pu autant bien fonctionner. Les gens y ont vraiment beaucoup aimé parce qu'on a été capable de mettre un certain budget. Il y avait des feux d'artifice, il y avait un gros mur, il y avait des BMX de partout, la scène était gigantesque, il y avait du monde à droite, à gauche, en avant, en arrière, il y avait un funambuliste en haut. Donc, il y avait le paquet. Et parce qu'il y avait le paquet, le budget était nécessairement plus élevé. Donc, si on a un budget plus réduit, on ne peut pas offrir la même qualité, la même quantité de choses à voir parce que justement, on ne peut pas se permettre d'investir dans des feux d'artifice, dans du feu, dans un fouet, dans une guitare sur une voiture qui roule. On peut pas c'est tout toutes des ça. affaires qui se passaient sur Feria. Là. C'est ça. C'est toutes des affaires qui se passaient sur Feria. Une fille qui lance des flèches avec ses pieds. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais non, pour vrai, si la Ville de Québec, vous écoutez ça, les spectacles de cirque, là, c'est vraiment le fun. Des belles activités pour les enfants, pour toutes les familles. Puis ça faisait des belles sorties. Puis en plus, on avait eu un été incroyable. Si je ne me trompe pas, c'était en 2019, là, juste avant la COVID. Puis ça avait été un été incroyablement super beau. Je pense qu'il a annulé très peu de représentations à cause de la pluie. Je suis allé 4 fois, puis 4 fois... tu sais, comme tu le mentionnais, il y a tellement de choses qui se passaient qu'à chaque fois que j'y allais, je voyais quelque chose de nouveau. Ouais. Puis je me disais, aujourd'hui, je regarde... mettons, je regarderai ça, OK. Pendant que tout le monde est sur la scène, je regarderai ça, OK. La fois d'après, je regarde la fin de Dame de Feu. La fois d'après, OK, je vais checker Lawrence, il fait quoi? Puis là, à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau. Fait que c'était vraiment le fun. Là. Ouais. Les représentations d'été, on aime bien ça. On aime ça être chez nous. En plus de ça, Flip Fabric, c'est fait ici. On fabrique du cirque à Québec. Là. On est à Charlebourg. On a notre beau siège social là. Puis ça nous fait toujours plaisir d'offrir aux gens du cirque gratuit tant que ça marche avec un budget, une subvention, puis que le gouvernement il est comme bien partant. Nous, on est partant aussi. Là. Parce que là, Flip Fabric, tu travailles pour eux. Oui. Ton après-école, entre certains contrats, tu travailles pour eux à temps plein ou temps partiel? Un beau temps partiel. OK. Puis, c'est pas une
petite boîte de Québec, là. Vous faites des shows à l'international. On est international. On n'est pas connu comme le Cirque du Soleil, c'est sûr, mais on offre un cirque contemporain à travers le monde. Donc, en ce moment, on est en tournée en Allemagne. On fait justement les GOP. On vient de finir la tournée en Europe avec Six Degrees qui a fait des beaux festivals, par exemple à Édimbourg, le Fringe Festival. Et puis sinon, on s'en va bientôt aux États-Unis avec Vacances. Vacances aux États-Unis? Ouais. Ça s'appelle Summer Break en anglais. OK. Non, les Américains vont pas dire vacances. Vacances. Non. Puis, ça ressemble à quoi, Flip Fabric? Comment ou quoi, comment? C'est une boîte d'artistes. Vous faites des tournées partout dans le monde, juste au Québec. Ben, tu viens de le mentionner que c'était pas juste au Québec. Mais est-ce que vous avez une spécialisation? Flip Fabric, c'est juste du monde de Québec. On était tous à l'école de cirque et les fondateurs, c'était tous des jeunes étudiants secondaires-ish qui ils se sont mis en gang puis se sont dit allez, on va faire des shows de rue. On va faire des petits shows ici et là. On va faire des shows pour des théâtres. Et puis, ils ont été de plus en plus connus avec les subventions du gouvernement, juste avec leur représentation. Donc, ils ont décidé de créer un spectacle. Avec ce spectacle-là, ils ont été capables de faire des tournées. Donc, juste leur petite gang, là, je pense qu'ils étaient 7. Ils ont fait des tournées autant en Asie, en Europe, un peu partout au Canada. Et puis après, ben, leur compagnie, elle a pris un peu plus d'expansion. Ces personnes-là qui géraient la boîte, ils ont décidé d'ajouter des artistes à leur arc. Et puis, ces artistes-là ont permis la création de plein d'autres nouveaux spectacles, comme un peu Cirque du Soleil qui a plusieurs spectacles. Flip Fabric a plusieurs spectacles. Mais ça se crée tout le temps au Québec avec la majorité des Québécois ou encore avec les metteurs en scène qui vraiment ont un esprit théâtral fait au Québec. Et puis, ces représentations-là, on essaie de les donner pour la famille. On est convivial. On n'essaie pas de charger un billet à 400$. Ça sert à rien. On veut fabriquer du cirque qui est accessible. Et puis, Flip Fabric, on est spécialisé en trampo mur. Donc, un mur, un trampoline, et puis il y a une personne qui va sauter du mur, sauter dans le trampoline, faire des figures et réatterrir sur le mur. Fait que juste pour ceux-là qui sont à l'audio, c'est qu'il y a un mur normal là, à 90 degrés. Exactement. Puis au lieu d'avoir un plancher en bas, c'est une trampoline. Exactement. Puis là, il fait pas de la trampoline normale, il saute sur le dos. Il saute sur son dos et puis il va comme marcher sur le mur. Donc, il va mettre les pieds contre le mur. La personne est vraiment comme en position allongée, couchée. Puis, elle va marcher sur le mur. Puis, entre quelques pas, elle va décider de faire un front flip, un back flip. Elle va se dire, je vais toucher le mur avec mes mains. Je vais faire une petite vrille, donc un 360. Et puis, c'est en faisant des figures autant impressionnantes que Flip Fabric a été réputé. On est une des plus grosses compagnies à offrir justement des numéros sensationnels trempe au mur. Tabarouette. Mm-hmm. Allez voir ça sur YouTube. C'est ça. On est vraiment le fun. J'imagine que si quelqu'un écrit Flip Fabric, trempe au mur, ça devrait trempe comme trampoline. Ouais. Puis là, toi, présentement, en tant qu'artiste, est-ce que tu as des contrats qui s'en viennent? Est-ce que tu as des belles choses qui s'en viennent dans pas long? Oui. Ben, en plus de travailler pour Flip Fabric, je m'assure de travailler pour La Ronde. Donc, commençant mi-septembre et octobre, je vais faire un personnage Halloween. Donc, je vais être un de ces monstres qui va se promener un peu partout dans le parc d'attractions de La Ronde à Montréal. Je vais faire des petites contorsions. Je vais jongler avec des têtes de squelettes. Je peux pas trop en mentionner plus que ça, mais ça va bientôt venir sur les réseaux sociaux. Puis sinon, ben, je vais coacher des aériens dans une école de danse, l'école de danse Anne Brockman. Donc, je vais faire coaching d'aériens. Donc, apprendre à des jeunes enfants, des adultes, comment justement grimper dans un aérien, comment faire des figures qui sont impressionnantes, comment s'envoler, comment s'amuser aussi. C'est des belles choses qui s'en viennent pour l'automne.
Fait que si on veut voir Alexis dans un costume à jongler avec des têtes de squelettes et d'autres affaires, ça va être à la ronde que ça va se passer à l'automne. Exact. La question que je vais te poser, là. Ouais. The Greatest Showman. OK. C'est un de mes films préférés de 2024. Là. J'ai tombé en amour avec ce film-là. Comment tu trouves l'évolution du cirque? Pour ceux qui ne connaissent pas le Greatest Showman, peux-tu l'expliquer c'était quoi ce cirque-là? Le Greatest Showman, ça part d'une idée d'un fou, on peut se le dire, là, une personne assez créative, de faire des personnes différentes une attraction, quelque chose à voir, quelque chose de surprenant. Et puis, entre tout ça, ben, il y a l'évolution où juste on ajoute l'opéra avec tout ça. Et puis, en tant que tel, l'idée de Greatest Showman, c'est d'offrir à un public, à sa famille aussi, la joie, le bonheur, la découverte, de surprendre et de pas juste se centrer sur le travail un peu trop nonchalant. C'est d'offrir quelque chose de choquant, de surprenant, de faire vivre des émotions. Personnellement, j'adore ce film-là. Même si on a des éléments qui viennent du cirque un peu traditionnel, qui sont véritables, je pense que c'est important de les mentionner puis de les montrer. Autant une femme à barbe, oui, elle est peut-être gênée d'avoir de la barbe, une pilosité, mais en tant que telle, c'est correct. Puis peut-être que ça a fait de cette personne-là un monstre dans cette époque-là. Aujourd'hui, c'est une personne comme toutes les autres. Puis en tant que telle, on va pas pointer du doigt cette personne-là parce qu'on a un esprit plus ouvert comme dans notre société. Personnellement, j'aime beaucoup les aériens, donc la fille qui est dans les airs, la romance qui est quand même assez délicate, mais quand même assez choquante à certains moments. Puis l'esprit d'équipe, l'esprit d'entraide qui est vraiment présente dans ce film-là qui me réchauffe le cœur parce que c'est vraiment comme ça qu'on est dans des compagnies de cirque. On est avec une équipe, on s'entraide. Bon, toi, tu as tes forces, toi, tu as tes forces. Moi, j'ai certaines faiblesses, mais parce que toi, tu as cette force-là, on compense. Puis je trouve que c'est une belle manière de représenter que tout le monde est différent. On n'est pas tous la même shape, on vient pas tous de la même place. On n'a pas toutes les mêmes histoires, pas toutes les mêmes connaissances, mais en équipe, on arrive à produire quelque chose de fantastique, de surprenant, puis on arrive à satisfaire un beau public. Wow. Puis, tu sais, on dira ce qu'on voudra de l'ancien cirque. Là, puis là, si je me trompe pas, là, on parle des années 1800. Là. Mais de mon avis, puis on pourra en discuter, est-ce que tu penses que avoir pris, par exemple, là, on prend l'exemple de la femme à barbe parce que c'est un personnage caractéristique dans ce film-là. Un autre des monstres, c'était des nains, des personnes de petite taille qui utilisaient. Est-ce que tu penses que ces types de prestations-là ont permis un peu plus l'acceptation de ça? Ça dépend. Ça dépend comment c'est apporté. Si on présente une personne sur scène, déjà en la pointant du doigt, puis en disant que c'est bizarre, comment cette personne-là a autant de pilosité, par exemple, ou comment elle était tellement petite, c'est sûr que le public va réagir en suivant ce qu'on dit déjà de cette personne-là. Mais si on la présente comme une personne grandiose, comme une personne différente, comme une personne qui peut être surprenamment intelligente ou encore une personne qui a des capacités physiques différentes, mais tout autant intéressantes, les personnes qui vont regarder ça vont être intriguées, intéressées. Et puis oui, ça peut les sensibiliser à la différence physique dans la société de tous les jours. Fait que ça dépend vraiment de comment nous, on veut que la personne soit vue. Dans le fond, regardez, cette femme, elle a une barbe, mais sa voix va vous laisser sans mots. Par exemple. Donc là, le spectateur, la spectatrice s'attend à être émerveillé, puis il va délaisser le côté qu'il aurait pu être présenté négativement. Là. C'est ça. Par exemple, il y avait des représentations avec Chocolat, qui est un des clowns, un clown noir. Et puis, c'était un duo avec un clown blanc.
Et dans cette époque-là, le clown noir, il se faisait frapper, il se faisait botter et les gens riaient. Parce que justement, c'était un clown noir, puis ben, la ségrégation faisait que c'était ça. Mais au bout d'un moment, la vie a changé, puis les modes de pensée ont changé aussi. Et puis, c'était rendu le clown noir qui battait le clown blanc. Donc, c'est vraiment la manière d'apporter la représentation qui va faire que les gens vont réagir différemment. OK, wow. Puis, on va encore parler de musique, là. Pas de problème. La musique de Greatest Showman, c'est un album en repeat, des fois le matin à 5 h le matin quand j'étais au gym, From Now On, puis Never Enough, là. Ouais. Est-ce qu'on peut aussi parler de la qualité des chorégraphies dans ce spectacle-là? Parce que on appelle ça un musical. Fait que un musical, c'est danse, chorégraphie, théâtre, tout le tralala. Mais la majorité des artistes de cirque, on connaît ce film-là. Et puis nous, ça nous tente d'apprendre les chorégraphies de The Greatest Showman. On veut faire partie de ces représentations-là. Là. Puis, je me rappelle plus c'est quoi le nom de la toune, mais la toune que Hugh Jackman puis Zac Efron font, qui dit Do you want to get in? Puis comme ask me, you can ask me for a dime on the dollar. Puis là, il se négocie un deal de business en dansant. Puis quand il y a des interviews de Zac Efron sur YouTube qui parlent de la chorégraphie qu'ils ont faite, le nom de la tune me manque. Là. Je sais pas si tu... Je pourrais pas dire. Alors, je l'écoute quand même souvent, mais cette chorégraphie-là, ils l'ont faite pour vrai. Là. Puis c'est des shooters qui se lancent à gauche, à droite, ils les attrapent, ils prennent des shooters synchronisés parce qu'ils sont dans un bar, puis c'est le concept. Après ça, ils vont monter dans les marches, ils font le tour des banderoles, des barrières, des marches. Puis après ça, la choré de fin, je veux pas trop spoiler le film, là, mais allez l'écouter. Mais oui, les artistes de cirque, oui, on fait des shows de cirque, mais on peut être aussi embauché pour le cinéma. Donc, on peut faire ces chorégraphies-là. Moi, je pourrais me faire embaucher. Je pourrais me faire embaucher, par exemple, par Universal. Et puis, ils me disent, OK, là, on va te prendre 2 mois. Il faut que tu apprennes cette chorégraphie-là. OK, tu as une bonne voix. Fait qu'on veut que tu chantes dans le show en plus de ça. Et puis, tu vas faire une acrobatie ici. Tu vas faire un ci, là. Par exemple, dans Wicked, là, je veux vraiment pas spoiler parce que ça, c'est nouveau. Mais il y a une partie où, justement, il y a certains artistes de cirque qui étaient dans le setup et qui ont permis de rendre ça plus dynamique, plus intéressant. Un film quand même très connu chez vous et très apprécié dans votre famille. Hein? Oh que oui! J'ai une dernière question que je pose à toutes mes invités. Ça veut dire quoi pour toi, être en santé? Être en santé, c'est de prendre soin de soi, autant physiquement que mentalement. J'aime ajouter souvent le spirituellement. Parce qu'on pourrait être très bien en santé physiquement. Donc, je m'alimente bien, je me couche bien, je fais de l'activité physique pas trop, pas assez. On pourrait aussi avoir un beau cycle dans sa tête. Donc, on n'est pas trop anxieux, on est capable de gérer son temps, on est capable d'avoir des bonnes pensées, puis d'être capable de gérer ses émotions d'une certaine manière. Mais spirituellement, oui. Oui. Ouais. Ah oui. Pour moi, ça veut dire de s'accepter, de se respecter. Puis c'est souvent ce que les gens y oublient un peu parce que tu peux être une bonne personne, en bonne santé mentale, physique, mais tu peux ne pas te respecter toi puis juste prendre pour acquis que tu es un humain puis that's it. Personnellement, j'aime le concept de je me respecte, je suis une personne importante, je suis une personne qui est différente de tout le monde, puis c'est correct. Et puis, la manière que j'agis, c'est correct tant que c'est dans le respect des autres. C'est aussi avec une vibe. Fait que là, c'est la vibe que je dois ressentir du fond de mon cœur, il faut que je l'aime. Puis si je l'aime pas, ça veut dire que je me sens pas bien, soit dans l'endroit où je suis, de la manière que j'agis avec les gens que je suis autour de moi. Donc, c'est de changer ce qui m'entoure ou comment je me sens pour que spirituellement, je me sente bien. OK.
T'es la première personne à avoir amené cet aspect-là. Ouais. Donc, que tes agissements soient en symbiose avec ce que tu ressens toi au niveau de ton cœur, parce que si tu fais de quoi, oui, ça peut te jouer dans la tête, mais tu peux le ressentir physiquement plus stressé et plus déprimé. Mais là, faire les actions que tu veux faire qui vont que tu vas être bien dans ton cœur, mais aussi bien dans ta tête. Mm-hmm. Wow. S'il y a des auditeurs et des auditrices qui veulent te suivre sur les médias sociaux, par où ils peuvent te trouver? Je suis partout. Je suis sur Facebook, sur Instagram. J'ai mon site web. Donc, si on cherche mon nom sur Internet, c'est Alexis Laverdière. Quand même facile à trouver. Sinon, sur Instagram, je m'appelle Alexis Artiste. Et puis, je publie quand même fréquemment. Là. Je ne suis pas la plus grosse spammeuse d'Instagram, là, mais j'essaie de publier du nouveau contenu ici et là pour que les gens ils sachent où est-ce que je suis rendue ou dans quel pays je suis rendue. Puis, c'est pas mal ça. Arranger nos agendas pour y faire cette entrevue-là, ça a été tout... Ouf! Ouais, ben excuse, non, je suis à Toronto, je reviens à telle date. Ah, moi, je suis pas là, je vais être dans le bas du fleuve. Ah, mais quand je reviens, mais moi, je vais être à Édimbourg. Ah, OK. C'est ça. Entre Toronto, Édimbourg puis Montréal. Mais Montréal, parce que c'est des fois dur. Je vois ton Instagram, je suis comme, bon, il est rendu là. Es-tu là? Ou était là, il y a 2-3 semaines? C'est moi, des fois, il y a du retard dans les publications, mais ça, je ne faut pas trop en parler. C'est bon. Hey, Alexis, un gros merci d'avoir été là. Merci à toi aussi, c'était super le fun. Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. À bientôt!